les Itata, nous revoilà pour une nouvelle histoire de vie. 35 ans aux côtés des élus de notre territoire et non des moindres, c'est ce qu'a connu notre invité du jour. Il faut dire qu'il l'avait bien cherché, ayant choisi de faire des études politiques. Ça ne l'a pas traumatisé pour autant, enfin pas trop, et il a accompli ses diverses missions avec une réussite certaine. Autant dire qu'il a sans doute quelques petites confidences à nous faire sur ceux qui nous gouvernent. Bonsoir Jean-Claude Auron. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça a fait un petit débat Oui, au sein de la oui, famille. ça a été un débat familial. Oui. Alors, je te rassure, je ne vais pas te demander de nous confier des secrets d'État à propos de ces élus que tu as accompagnés durant plus de 30 ans. Juste de nous raconter ton parcours à leur contact. Mais tu es désormais un heureux retraité. C'est ce que tu écris sur LinkedIn et c'est ce que tu dis à ceux qui te croisent. Absolument. C'est-à-dire que j'ai fait valoir mes droits à la retraite il y a maintenant 4 ans. Et je m'y porte bien. Quoi. Bon, comment dirais-je, il n'y a pas de honte à être heureux. C'est Camus qui disait cela. Et non, c'est une belle période de la vie que je recommande à chacun. Avec plein de souvenirs. On va les découvrir là, dans la deuxième et troisième partie de l'émission. On va commencer par parler de ton histoire familiale. C'est notre rubrique Kimounouye. Jean-Claude Auron, avant de découvrir la première photo, si tu devais te décrire ta personnalité, tu dirais quoi en quelques mots? Alors, j'ai l'habitude de dire que je suis un homme libre et de bonnes mœurs. Non, je suis avant tout un Martiniquais, je suis un Caribéen convaincu. Et je souhaite être le plus précis possible dans ce que je fais, parce que je crois que l'à peu près ne peut pas avoir sa place dans notre société qui est issue d'une situation et d'une histoire particulière. Donc voilà, je suis donc d'une très grande rationalité, ce qui était parfois une difficulté dans le monde dans lequel j'ai évolué. On va découvrir une première photo, ou plutôt une première double photo, puisque tu as souhaité en fait que ces photos soient présentées en vis-à-vis. Pourquoi? Oui, alors sur la gauche, nous avons donc le château Berry. La petite personne à droite là, qui descend l'escalier, c'est ma sœur. Château Berry qui est à Morne-Piteau. Qui était à Morne-Piteau, voilà. Côté Lamentin. Non, le château Berry est sur le territoire de Ducos. De Ducos. De Ducos. Et donc, ça, c'est l'usine du François. Simplement, ces deux photos-là illustrent bien le cadre, le territoire, l'environnement dans lequel j'ai évolué quand j'étais enfant. Le château Berry qui était là, comment dirais-je, l'école normale à l'époque. Donc là, on est dans les années 60. Et je me souviens toujours d'une kermesse où j'étais allé, j'avais trouvé ça magnifique, avec un carrelage en damier. Et puis, l'autre photo donc, qui représente l'usine du François, parce que je suis de cette génération qui nous avons vécu la fin de l'économie sucrière, puisque dans mon enfance, je voyais passer les trains avec la canne. Et donc, l'effondrement d'une économie et l'arrivée d'une autre à la fin des années 60, au début des années 70. On va maintenant feuilleter l'album de famille, en commençant par maman. Oui, c'est ma mère. Voilà. Beaucoup d'émotions. Maman, donc Anit de son prénom. Oui, oui, tout à fait, qui m'a accompagné très longtemps. Et puis voilà, quoi. Et puis ensuite, ton père, alors dans un profil un peu différent de celui de maman. Oui, c'est un garçon, c'est un dandy, on va dire. C'est un garçon qui aimait la vie, mais qui était malgré tout impliqué dans son quartier, puisqu'il a été à l'origine d'une tontine à l'époque, qui existe toujours, qui a changé de nom. Et donc, je me souviens que parfois le dimanche,
on allait dans une petite maison qui est à côté comment dirais-je, du château Berry, où les habitants du quartier du Mont-Pitot venaient payer leur cotisation mensuelle. Voilà, tout à fait. Donc Pierre Aurore, donc, Oui. et du côté de ta maman, c'était quelle famille? C'est la famille Alfred. Famille Alfred. Alfred, oui, tout à fait. Et puis il y a une dame, une grande dame à qui tu as Oui. voulu rendre hommage également. Tout à fait. Je crois qu'elle s'appelle Joséphine. Alors, c'est son deuxième Ouais. nom, Joséphine, c'est Marie-Joseph. Alfred, c'est ma grand-mère, donc Côté maman, du donc. côté maman, qui est décédée très âgée. Mais il paraît, je ne l'ai pas connue, enfin, je ne me souviens pas d'elle, mais elle a été très proche de moi, puisque quelques heures avant son décès, elle a réclamé ma présence. Voilà. Voilà. Elle était aussi originaire Elle était du Mont-Pitot. Du Mont-Pitot. Je veux dire, la famille Aurore est originaire du Mont-Pitot. Bon, le Mont-Pitot est partagé en plusieurs communes, hein, Ducos, Lamentin, François. Mais l'origine de la famille, qui est une famille relativement jeune, puisqu'elle prend naissance, si j'ose dire, dans les années 1840, sur l'habitation Victoire au François. Et du côté Alfred, c'est aussi Mont-Pitot. C'est Mont-Pitot, tout à fait, avec une petite branche vers le Robert. Voilà. Alors, la traditionnelle photo de classe. On n'a pas de photo de Jean-Claude Aurore bébé, hein, désolé. Non, non. Mais par contre, il est croité là sur, oui, tout à fait. la photo. Alors, à l'époque, on n'avait pas les moyens de faire les photos de bébé. Et là, j'ai retrouvé une photo du cours élémentaire 2. Vous étiez nombreux. Hein. Voilà, nous étions plus de 30. Il y en a un qui était au piquet apparemment sur la droite. Là. Voilà. Et donc, quand je vois cette photo, je me rends compte que je me demande si je n'ai pas été le seul à avoir le bac. Ah oui. Voilà. En tout cas, on n'a pas été nombreux. Donc, il y en a beaucoup qui abandonnaient, ou qui ont quitté l'école assez tôt, peut-être. Qui ont quitté l'école assez tôt, qui ont eu des parcours parfois peut-être compliqués. Voilà quoi. Ouais. On continue, on va te retrouver un petit peu plus grand sur la photo suivante. Toujours photo d'école d'ailleurs. Là, je suis en sixième. Je suis en sixième au collège du François. J'ai redoublé d'ailleurs ma sixième parce que j'ai été malade longtemps. On voit ça d'ailleurs sur moi. Mais bon, il paraît que j'étais un bon élève. Voilà, quoi. Bon élève, enfant sage? Enfant sage et solitaire. Enfant sage et solitaire parce que bon, ma famille a été touchée par l'immigration très très tôt et je me suis retrouvé... C'était la période Bumidum. C'était la période Bumidum, c'était la période de formation de mes sœurs en France, des études de mes sœurs aussi, et du départ de mes frères. Et donc, plutôt une enfant solitaire. Mais bon, je ne t'ai pas demandé combien vous étiez dans la fratrie. Alors, nous étions 10 au départ, ensuite 8, et aujourd'hui, nous sommes 6. Alors, autre photo traditionnelle, avec maman, cette fois-ci, une photo de communion. Ah oui, tout à fait, ça c'est moi. Voilà, c'était de la maison familiale au Mont-Pitot, voilà, tout à fait. Enfant sage, mais quelle éducation? Éducation plutôt stricte, plutôt ouverte? Quel rapport avec les parents? Alors, un rapport très fort avec la maman, bien entendu, avec le père un peu plus distant, voilà, pour différentes raisons. Mais non, je n'ai pas été battu. Non, j'ai eu une enfance heureuse, je crois, et puis puisque nous habitions à la campagne, la nature était mon terrain de jeu, vraiment, la découverte de tout, des animaux, des plantes, de la rivière où j'allais, etc. Bon, voilà. Avec un précieux compagnon qu'on va voir sur la photo suivante, le vélo. Ah oui. Oui, ça c'est le vélo. En fait, c'est un vélo qui a servi à mes deux frères, mes aînés, et que bon, j'ai utilisé à un moment. Mais avec cette, j'allais jusqu'aux Trois-Îlets avec ce vélo qui était lourd. Et je me demande comment est-ce que ma mère me laissait partir. Et ma crainte était de croiser mon père sur la route. Il n'aurait pas aimé. Non, je pense qu'il n'aurait pas aimé. Voilà.
Alors là, tu es avec ton frère sur le cliché qui arrive, ton grand frère en l'occurrence. Non, c'est pas mon Ah, aîné. C'est pas mon aîné, c'est mon frère qui est avant moi, enfin, deux enfants avant moi. mm. Là, nous étions à l'aéroport Très classe, hein, d'ailleurs. oui, oui, de Lisbonne. Nous sommes en octobre 1968 et après un séjour en France dans le cadre de congés bonifiés, Mm. on rentre à la Martinique et à l'époque, les vols faisaient Paris, Lisbonne, Pointe-à-Pitre. Ah oui. Mm. Et à Pointe-à-Pitre, on attendait une caravelle pour nous ramener vers Mm. Fort-de-France. Alors, on n'a pas de photo de tes sœurs, mais vous étiez donc 8, tu disais, parce Oui, qu'il y en a 2 qui sont décédés oui, très tôt. oui. Comment ça se passait dans la fratrie? Donc, il y a combien de filles, combien de Alors, il y garçons? a, il y a, il y a 5 filles et Mm. 3 garçons Ouais. hein, dans les 8. Non, ça se passait relativement bien. Cela étant, notre famille a été touchée par l'immigration Oui, oui, très c'est très ça. tôt. Donc, je me suis retrouvé... Il y avait un certain delta d'âge entre voilà, c'est ça. les premiers et les derniers. Et les Donc, derniers, forcément. voilà. Quasiment près de 20 ans, hein, Mhm. quand même, entre le premier et le dernier. Et donc, en fin de compte, j'ai pas vécu avec mes frères, Ouais, par ouais. exemple, beaucoup avec mes sœurs. Alors là, c'est pas la fratrie, c'est le lycée. Voilà, alors ça m'a fait plaisir de voir cette photo. Alors, on va revenir en arrière, Voilà, David. et donc ça c'est notre classe de terminale B au lycée de Trinité. Vous voyez, on n'était pas nombreux. Et je regardais cette photo la fois dernière, je me dis que le lycée de Trinité, son bassin de population, enfin d'élèves, était de Sainte-Anne à Ah oui. Grand-Rivière. Mhm. Et donc, pour arriver en terminale B, nous étions, je crois, 16, à peu près 16 ou 17. Ça veut dire que la sélection Mhm. avait été particulière. Et d'ailleurs, dans cette fratrie-là, enfin, dans cette cohorte-là, Mhm. il y a 3 élèves qui ont été admis à Sciences Po, Ah oui. hein, quand Mhm. même. Donc, Marc Janvier, Rose-Laure Réjean, Madame Mhm. Apanon et moi-même. On comprend mieux donc la photo suivante où on te voit en train de feuilleter l'expansion. C'était pas simplement pour faire semblant. Non, 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 non. On avait un prof d'économie, Monsieur Pradon, vraiment un type très, très bien, qui nous avait Mhm. intéressés à l'économie. Et je l'ai retrouvé quelques années après, étant le prof d'économie de ma fille en prépa. Ah oui. Ah oui, oui, Mhm. voilà. Et donc, il nous avait conseillé des abonnements, notamment à Ouais. l'expansion, Mhm. etc. Tu aimes bien les statues et tu aimes bien poser devant les statues, Jean-Claude, à quelques années d'intervalle. Oui, oui. 16 ans, je crois, à gauche. De l'autre côté, je ne sais pas quel âge tu avais. Alors, non, j'avais pas 16 ans, j'avais 14 ans, là, 14 ans. 14 ou 15 ans. Étant donné que ma famille vivait dans l'est de la France, donc de temps en temps, j'allais les voir pendant les grandes vacances. Ça c'est à Sedan. Alors, Donc, à gauche, c'est Sedan où non, tu as à la gauche, cheminée. c'est Sedan. Et à droite, ça c'est en 1977, le jubilé de la reine à Londres. Oui. Hein, voilà. Mhm. Là, j'étais déjà étudiant, j'étais parti avec des amis, Ouais. passer quelques Tu as jours. une admiration particulière pour les statues? Non, pas particulièrement. Peut-être même qu'il faudrait vérifier l'importance de ces statues Ouais. dans le paysage actuel. Sachant qu'on leur coupe la tête, hein, depuis Voilà. quelques années. Voilà. Et puis il y a eu le foot aussi, forcément. Un jeune Martiniquais, à un moment donné, il joue au foot. Oui, il joue au foot. Alors, ça, c'est à Grenoble. Les étudiants de Lyon et de Grenoble se rencontraient souvent. Bon, bien sûr, on joue au football, quoi. Donc Mm. là, on retrouve des amis de Lyon, et puis, non, essentiellement Lyon, Mm. donc les frères Tannick, Sanon, etc., quoi. C'était surtout, le foot, c'était surtout pour se retrouver Oui, 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 c'est un entre, truc, un souhait, quoi. entre Antillais pendant les études. Voilà, Et tout à puis il y a fait. aussi alors je dis le cercle rapproché, mais vous êtes quand même relativement nombreux, des copains-copines. Oui, bon, ça c'est les amis de toujours, quoi. Mhm. Ça c'est les amis de l'école maternelle, de primaire, du lycée, du collège, du lycée, etc. Avec qui on a toujours gardé. Bon, ils ont vieilli depuis, hein, quand même, mais disons ils sont devenus plus matures, Ouais. peut-être, hein.
Et donc, on se voit de temps en temps, peut-être Ouais. pas suffisamment, mais de temps en temps. Alors, je disais qu'on n'a pas de photo de ta sœur. Non, je me suis trompé. De tes sœurs, je me suis trompé, puisqu'on va retrouver là une photo de famille avec une de tes sœurs, je crois. Non, Deux. il y en a deux. Il y Ouais. en a deux. Alors, on n'a pas de photos de toute la famille parce que, compte Ouais, tenu bien sûr. comment dirais-je, de l'éloignement, donc ça, c'était certainement à la communion peut-être de mon neveu Mhm. avec donc ma maman et puis mes deux sœurs et ma fille, elle était toute petite à l'époque. Voilà. Et puis, eh ben, les enfants, on va les retrouver un peu plus grands et diplômés. On commence par ta fille. Oui, ça c'est donc Elodie, bon, qui a fait un parcours extrêmement intéressant et qui m'avait convié, enfin nous avait convié à sa cérémonie de diplôme. Donc, à la Cage Business School Oui, de Bordeaux, de c'est ça? Bordeaux, oui, tout à fait, où elle a fait une spécialité, elle a fait un master spécialisé en achat international, où elle exerce maintenant. Et puis, on inverse les rôles. C'est maman qui va se retrouver avec le fils, le garçon, sur la photo suivante. Oui, tout à fait. Ça se passe en 2018 à Lille. Donc, lui, il a fait l'EDEC à Lille et donc elle pose à côté de notre fils. Voilà, tout à Donc, fait. c'est ta fille qui est l'aînée Oui, c'est Elodie qui est l'aînée. Le second, c'est Mehdi. Hmm. Alors, on continue, ben, toujours avec les enfants, tous les deux. Ils font quoi aujourd'hui? Alors, on va commencer par l'aîné. Donc, Elodie est acheteur international dans un groupe pétrolier. Hein, Hmm. voilà. Et Mehdi, il s'est spécialisé contre toute attente dans la supply chain. Et donc, C'est-à-dire? la supply chain, c'est la gestion des flux Hmm. entre une usine et ses clients finaux. Euh, et il travaille pour une multinationale néerlandaise et anglo-néerlandaise. Voilà. Bon, et puis vous arrivez tous les quatre, hein, papa et les deux, papa, maman et les deux enfants, de faire quelques expéditions ensemble. Oui. Alors, la photo de droite, on s'était retrouvés, je ne sais plus en quelle année, et dans le sud marocain. On avait fait une belle balade là. Un petit enduro à moto. Voilà, c'est ça. Et puis à gauche, je ne sais plus, on devait être dans les Alpes, certainement, par là. Voilà. Mhm. Là, c'est des moments précieux Ouais. de rencontres familiales. Pas encore de petits-enfants. Si, je suis Ah oui. grand-père depuis 5 mois maintenant. Ah oui, Ah oui, félicitations. Félicitations. de très beaux garçons. Ouais. Bon, mais on va parler de notre public, les élus de Martinique, pour Ah. lesquels tu as beaucoup travaillé. C'est la rubrique Martinique. Alors, mais avant de les découvrir, nos chers élus, il a fallu faire des études, Jean-Claude Aurore, et on a retrouvé, tu nous as retrouvé ta carte d'étudiant de l'époque. Oui, ça c'est ma carte d'étudiant de l'époque. J'avais une drôle de tête à l'époque. Dans mon année préparatoire à l'Institut d'études politiques de Lyon, hein, voilà, où j'avais rejoint un condisciple qui était au lycée avec moi, donc Daniel Justin. Et puis, bon, voilà. Justin Daniel, politologue bien connu. Voilà. On va les retrouver tout à l'heure en photo, mais avant ça, on va te retrouver devant l'Institut, Oui, l'IEP, justement, tout à fait. Lyon 2. Qui était à rue Rollin à l'époque, et aujourd'hui qui est boulevard Berthelot à Lyon. Voilà, dans de superbes. C'était l'ancien hôpital militaire de Lyon. Voilà. Et puis donc la fameuse photo avec les copains de Sciences Po, dont Justin Daniel, Oui. qui n'a pas changé. Ah. Et à côté, quelqu'un d'autre qu'on connaît bien aussi. Mais donc à gauche, on a bon, là, le plus barbu. Non, vous étiez tous quasiment Oui, barbus. oui, tout à fait. On va dire le plus petit, c'est Justin Alors Daniel. cette photo-là, c'est à Bologne, en Italie. Mhm. C'était à l'époque où Aldo Moro avait été séquestré à Bologne, d'ailleurs. Ouais. Et on était allé en vadrouille par là. Et donc, c'est moi-même, et c'est Jean-Louis Jules Véco, qui est au milieu, là, et qui a fait une belle carrière dans l'éducation nationale, qui l'a emmené jusqu'en Norvège. Et puis, Justin Daniel, bon, que l'on connaît, et puis André, un ami. Et puis, à côté, je pense qu'elle va me pardonner, c'est Cécile Selma, qui terminait ses études à Lyon, à Villeurbanne précisément. Tu as une drôle de tête sur cette photo, Jean-Claude. Qu'est-ce qui se passait? Non, la fatigue. Non, tu sais, le coiffeur, il n'y a pas de coiffeur antillais à Lyon à l'époque.
Et puis, autre séquence aussi traditionnelle pour les personnes de notre génération, donc, Oui, l'armée. oui, 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 tout à fait. Tu as dû d'ailleurs interrompre tes études pour... Oui, alors j'ai tout fait pour éviter ces 12 mois-là, mais ça n'a pas été possible. Et je me suis retrouvé dans l'est de la France et du côté de Troyes, à Verdun et à Brienne-le-Château. Euh, Bon bon, souvenir? pas plus que ça. Bon, je faisais le secrétariat, mais bon, il y avait. Ce que je retiens, c'est que j'ai dû arrêter mes études. Enfin, j'ai dû terminer Sciences Po, faire une pause pour ensuite faire mon troisième cycle après. Et ça m'a un peu coûté quand même. Ouais, ouais. Puis il fallait bien payer ses études et son argent, trouver de l'argent de poche. Donc il y a eu les vendanges aussi Oui, à un oui, moment. oui, oui, parce que bon, je suis un étudiant boursier, Mhm. hein, au maximum, et la bourse qui arrivait au mois de mars ou avril, il fallait donc faire faire les vendanges, en fait, travailler. Mhm. Donc j'ai fait les vendanges, j'ai été pion également au lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône. Et là, c'était en Champagne, à Reims, avec ma sœur d'ailleurs, c'est la Celle qui a petite indienne la qu'on voit tête sur la baissée. gauche, voilà. Pardon. Voilà, tout à fait. Alors, Et ma sœur est encore en relation avec ce vigneron mhm. qui vient de temps en temps Ouais. passer des vacances à la Martinique. Combien de temps au total pour les études et l'armée, en l'occurrence 7 en ans, France? Ouais. donc 6 ans d'études et l'année du service militaire. Et tu rentrais juste après, tout de suite après, tu revenais en Martinique ou tu as quand même exercé un petit peu là-bas Pour exercer, il fallait Oui. trouver un logement, donc puisque les résidences Mhm. universitaires fermaient, on nous mettait à la porte, hein. Voilà, je ne voulais pas vivre chez mes sœurs dans la Mhm. famille. Donc, et puis, j'avais le souhait de rentrer, Mhm. de rentrer à la Martinique. Voilà. Alors après un institut d'études politiques, on pensait à te retrouver tout de suite dans le milieu politique. Ça n'a pas été le cas. Tu as plutôt suivi la voie à vendange puisque tu t'es retrouvé dans le milieu agricole. Raconte-nous. Alors, c'est simple, donc, après Sciences Po, donc, je rentre à l'Institut d'humanisme pour faire un troisième cycle. Ce n'était pas mon objectif, mais enfin, bon, mon objectif, c'était de faire les Mhm. relations internationales, mais je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Et donc, je rentre à l'Institut d'humanisme et il faut faire un mémoire. Donc, c'était un DESS à l'époque. Et je fais un mémoire autour de la construction du barrage de la Manzo. Et là, je suis en relation avec le monde agricole et il y a une proposition qui m'est faite après l'obtention de mon diplôme d'un poste au CNASEA, le Centre Mhm. national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles, qui permettait d'installer les jeunes agriculteurs. Donc c'est Ouais. par ce biais-là que j'ai travaillé à la SAFER dans un premier temps, Tu as fait ensuite à la l'aménagement Fédération, rural. voilà, j'ai été à la Fédération des coopératives agricoles qui existait à l'époque. Mhm. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions fait un voyage d'études dans le sud de l'Espagne. Mhm. Donc, On avec, aperçoit effectivement l'avion de la compagnie voilà, Iberia. Iberia, et puis ça, c'était devant l'Alhambra, je crois. Mhm. On Euh, reconnaît, on a quelques têtes connues. Hein. oui, J'aperçois Rodolphe Désiré, oui, il oui. y en a d'autres hein, Oui, qui oui, il y a sont Guillaume connus. Videtienne qui Mhm. était là, il y a Claude-Marie-Louise, enfin bon, il y a un certain nombre de personnalités. Mhm. Voilà. Combien de temps dans Dans le monde le agricole, milieu agricole? ah, j'y suis resté malgré tout relativement longtemps. J'ai dû faire à peu près 6 ou 7 ans. Mhm. 6 ou 7 ans. Mais c'est un milieu très particulier, très... Et puis bon, je pense que l'expérience, j'étais arrivé au bout de l'expérience et Ouais. j'ai eu une opportunité. Alors, au Lamentin, on va retrouver, je pense que c'était une de tes premières réunions, c'était encore l'ancien hôtel de ville du Lamentin. Ah ouais, ça c'était l'ancien Là hôtel aussi, de ville. on voit quelques têtes connues, Oui, dont le Chabin, là, à c'est gauche, David Zobda. David Zobda qui était là. Je pense qu'il était directeur de l'Office des sports. Peut-être qu'il était Mhm. venu présenter un dossier à l'époque. Alors, tout au fond, Pierre Samo, et tu es à Et côté de lui, là-bas, je crois. non, non, Non? je pense que c'est Fred Vielé qui est là, Mhm. le DGS. Et voilà. Mais je suis arrivé à la mairie de Lamentin de manière un peu particulière, puisque ayant fait le tour du monde agricole, je devais partir en coopération aux Comores, indépendante. Et puis bon, il y a un ami
qui m'a appelé. J'étais au Sénégal à l'époque pour me dire de rentrer immédiatement. Voilà. Et voilà comment je suis. Te réquisitionné pour la ville de Quasiment, Lamentin. quasiment, Ouais. quasiment. Il m'a réquisitionné 2 fois en plus. Et là, en l'occurrence, tu arrives à la ville de Lamentin comme directeur de cabinet Alors, de... j'arrive le 1er janvier 1990 à la mairie du Lamentin comme directeur de Mhm. cabinet de Pierre Samo, qui voulait redonner à sa ville une dynamique nouvelle. Hein, voilà. Et donc, on s'inscrit dans ce projet-là. Donc toujours au Lamentin, où tu as beaucoup travaillé sur la coopération, entre autres. Pas seulement, mais aussi avec Max Tanik. Ça, c'était à Antigua. Nous étions allés à St. John's, à Antigua, sur la position de Max pour voir la rénovation du centre-ville, Donc Max Tani, qui à l'époque était directeur de la qui Sémaville, hein, était c'est ça? directeur de la CEPAVille. Avant, il était à l'ambassade de France à Sainte-Lucie. Ouais. Et puis, eh ben, toujours en lien avec la coopération, on va retrouver deux autres photos, là aussi avec quelques personnes connues, Oui, oui, dont oui, oui. Annick Sylvestre et Avec Philippe Pierrot. et Philippe Hiro, Raskanja. Mhm. Là, c'était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, je crois. On était à Ouida, au Bénin, Mhm. dans le cadre d'un projet de l'UNESCO sur la route de l'esclave. Et donc, on y était, on était invités à cette manifestation-là. Mhm. Toujours concernant le Lamentin, donc sur les photos suivantes, là aussi, je crois que c'est le Bénin, à droite À toujours. droite, c'est avec le roi d'Abomey, Mhm. hein, au Bénin. Et à gauche, une belle photo avec quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, donc Manuela Yuanying, qui a été en charge de la coopération avec Pierre Samo. Nous étions au ministère des Affaires étrangères à Cuba et Mhm. avec le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Alors Pierre Samo, on va en parler. Tu as travaillé combien de temps avec lui 13 ans, 13 ans, 13 ans. 13 ans. Pierre Samo, bon, quelqu'un qui, voilà, haut en verbe, qui disait toujours ce qu'il pensait, Ouais. et qui surtout savait s'entourer. Et il y avait effectivement un encadrement de très haute qualité au Lamentin dans les années 90, au moment où il est Ce qui arrivé. m'avait, quand je suis arrivé au Lamentin, j'avais 33 ans à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était la qualité des collaborateurs au Lamentin, vraiment. Je pense que ceux qui étaient avant nous, avec Gratien, avaient bien travaillé la ressource humaine et nous avions des gens de qualité. Hein. Et je crois que Samo a voulu donner un peu plus d'ampleur à cela. Et c'est vrai qu'il il nous faisait confiance et il choisissait bien ses collaborateurs Ouais. avec de l'expérience. Bon, ça lui a été reproché, je sais, à un certain moment, mais c'est vrai qu'on a su attirer à nous un certain nombre de collaborateurs de grande qualité. Alors ça aussi, il y a eu aussi des moments difficiles durant cette période, puisqu'il y a eu des affaires Mhm. politico-judiciaires Mhm. qui ont concerné Pierre Samo. Et ça a été vécu de façon pas très traumatisante en interne, clairement. Oui, oui. Je veux dire qu'en 95, le monde nous est tombé sur la tête. Mm. Euh, euh, c'est vrai que ça a été une période difficile. C'est peut-être un peu aussi la fin de l'insouciance sur un certain nombre de points. Je pense que Pierre Samo, à partir de ce moment-là, je ne dis pas qu'il a changé, Mm. mais il a souffert de cette situation. En fin de compte, pour aller très rapidement sur ce point-là, en fin de compte, ce qui lui était reproché, c'était de faire travailler des artisans de la commune. Sauf qu'entre-temps, le code des marchés publics avait changé et que le saucissonnage, entre guillemets, des marchés n'était plus permis. Hein, c'est la loi Sapin. Et donc vient s'ajouter à cela au fait qu'il y a un artisan avec lequel la mairie avait l'habitude de travailler dans ce qu'on appelle le plan de campagne. Et cet artisan, au lieu de prendre les commandes pour lui, il le prenait pour d'autres
avec des cartes d'artisans qui ne spécifiaient pas la qualité de l'artisan, puisqu'il s'est trouvé que certaines commandes publiques avaient été passées, comment dirais-je, données, si j'ose dire, à des coiffeurs, alors que nous faisions du génie civil. Quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, il y a eu, et puis il y a eu de bons moments aussi, comme je reviens sur cette photo, effectivement, où on voit Manuel Aluagui et Pierre Samo avec un ministre cubain. Oui. Il y a eu effectivement, enfin, le Lamentin et particulièrement Pierre Samo ont été les artisans d'une large coopération avec Cuba. Oui, oui. Large coopération, tout d'abord autour de l'eau. Hein. Ça, c'était très, très, très important. Et puis, on a fait bénéficier de cette coopération, enfin, ce jumelage, bon, enfin, qui s'est conclu par un jumelage avec les écoles, Avec Santiago de Cuba. avec Santiago, oui, avec la ville de Santiago de Cuba. Vraiment une belle période. Mais aujourd'hui, je regarde cela peut-être avec un œil un peu différent. Je crois qu'il faut poursuivre la coopération avec Cuba, mais je crois que cela aurait peut-être été plus riche pour nous si nous avions également fait un acte de jumelage avec des villes de la Caraïbe comme de la Barbade ou de Sainte-Lucie. Je crois qu'on a à apprendre de nos voisins les plus immédiats et avec des tailles de territoire beaucoup plus intéressantes. Et puis, bon, la dérive de la politique à Cuba me gêne un peu. Hein, voilà, je le dis tel que je le ressens. Certes, c'est bien, cette coopération-là, ce jumelage-là, mais on doit aussi s'enrichir. Et je préfère m'enrichir avec un pays un peu démocratique quand même. Hein, voilà. Alors après le Lamentin, il y a eu un épisode dont on va parler dans la troisième partie. Tu as fait un court passage à la région auprès d'Émile Capgras, on va en parler tout à l'heure, mais on va te retrouver là au Conseil général puisque tu as aussi été directeur de cabinet. On va retrouver la photo, David, directeur de cabinet de Madame Manin, voilà. présidente du Conseil Alors, général. j'étais à ce moment DGA de la CACEM. Ah oui, et il y a eu la CACEM aussi. Puisque j'ai quitté le Lamentin pour occuper le poste de DGA à la CACEM. Et donc, il m'a été demandé par la présidente Manet et par David Zobda de venir occuper le poste de directeur de cabinet de la présidente au Conseil général, donc ce que j'ai fait pendant 5 ans. C'est peut-être la plus belle mission que j'ai menée, hein, même si c'était dans des conditions extrêmement difficiles, hein, parce que Josette Manet prenait la suite de quelqu'un qui était resté longtemps. Claude Lise, dans un établissement, dans une assemblée qui avait des pratiques particulières, qui avait un mode de fonctionnement. Et ça a été très intéressant, mais nous avons réalisé, et ça je pense qu'on ne le dit pas assez, nous avons réalisé des choses intéressantes. La fusion Bacatrium, c'est nous. Le pont du Prêcheur, c'est nous. Voilà, on a fait un certain nombre de choses. C'est dommage. Il y a eu aussi Grand Rivière, le désensablement. Le désensablement. On va le voir sur la photo suivante. Voilà. C'était avec notamment le maire de Grand Rivière à l'époque. Voilà, parce que c'était vraiment un problème. En fin de compte, le port de Grand Rivière s'ensable tout naturellement. Dans le cahier des charges, il faut le désensabler, tout simplement. Mais bon, on en a fait toute une histoire particulière et je crois qu'on a fait du bon travail. Moi, on a lancé la construction de l'Observatoire du monde des cadets. On oublie tout ça, comme si il fallait jeter sur cette période de 5 ans entre Lise et l'arrivée de la collectivité territoriale unique. Il fallait jeter un voile sur ce qui avait été fait. Et je revendique ce que nous avons fait collectivement dans cette période. Alors après le Conseil général, il y a eu une période un petit peu difficile de ce que j'ai compris. Tu as eu une période un peu...
Après le Conseil général, donc je ne suis pas fonctionnaire, Ouais. donc je ne peux pas réintégrer mon poste de DG à la CACEM. Et puis, bon, de toutes les façons, celui qui dirige administrativement avait savonné la planche, donc il n'y a pas de souci. Et je suis resté donc 3 années au chômage, hein, donc j'ai déjà plus de 50 ans à ce moment. Donc c'est une mort sociale, Bien sûr, quasiment. bien sûr. Et les gens que j'ai servis, je pense loyalement, hein, je n'ai pas peur de le dire, au-delà même de ce qui était permis, ne m'ont jusqu'ici jamais tendu la main pour me proposer quelque chose. Jamais. J'ai même eu d'ailleurs, comment dirais-je, une engueulade téléphonique, enfin que j'ai vécue comme telle, un matin très tôt à 5h30, de quelqu'un qui m'a appelé de Paris, parce que je lui avais envoyé un petit mot pour lui demander de me porter secours quelque part. Et cette personne a crié très fort au téléphone. J'ai rien d'ailleurs compris. Bon, malheureusement, Bon, on ne te demandera pas le nom. Hein. c'est le PCE, voilà, aujourd'hui. Le président du conseil exécutif, Voilà, c'est absolument. le Chili. Il était député à l'époque. Voilà quoi. Bon, maintenant, il a fait il a eu le comportement qu'il a eu. Point terminé, quoi. C'est tout. Alors, tu as rebondi, entre guillemets, au Lorrain, aux côtés de Justin Pamphile. Oui, parce que je crois qu'il faut une force de résilience. Hein. Il faut pouvoir prendre sur soi quand on occupe un poste important et que subitement tout s'arrête et qu'on se retrouve au chômage. Voilà, quoi. Ça, c'est avec 6 mois sans salaire, quand même, hein, avant de toucher les indemnités. Et une belle expérience, vraiment une très, très belle expérience. En tant que directeur général des services voilà, au Lorrain. Voilà, au Lorrain, où j'ai été accueilli par une population. Vraiment, j'ai été accueilli par des élus. Et nous avons fait du bon travail. Là, on était dans... Je faisais comment dirais-je, une remobilisation d'équipes administratives au Lorrain, là, avec les élus et les cadres de la mairie. Mais vraiment, c'est une époque que j'ai beaucoup aimée. Le fait de te retrouver comme ça sur une zone très localisée, hein, une petite commune en fait du Nord-Atlantique. Oui. Alors ça. Et puis je crois que c'était en lien avec mes racines rurales, tout simplement. Je crois que les gens me l'ont bien rendu, je dois l'avouer, et j'ai beaucoup aimé cette période. Vraiment, nous étions dans une comment dire, dans une proximité avec la population. Vraiment, très très belle expérience. Et bon, malheureusement, les choses se sont mal terminées avec le Covid. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, on n'a pas pu mener à bien tout ce qu'on souhaitait. C'est une commune qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais bon. Mais d'ailleurs, tu as souhaité qu'on diffuse cette petite phrase sous l'enseigne en fait, du Rapid Club du Lorrain, le logo du Rapid Club du Lorrain. Parce que dans les premiers jours, je fais le tour avec le maire, et puis dans les installations, et puis je vois cette phrase-là qui veut vraiment dire quelque chose pour les gens du monde rural. Faire ce que l'on a à faire là où l'on est avec ce que l'on a. Ça veut dire que les gens ils se débrouillent, quoi. Hein, ils s'organisent. Je veux dire que les communes du Nord-Atlantique, ça, les gens l'oublient. Mais EDF peut couper l'électricité pendant toute une matinée. Quand vous avez un prestataire, le prestataire parfois refuse de venir jusqu'au Lorrain parce que c'est trop loin, etc. Et ces gens-là ont une force de caractère, une capacité de résilience qui est extraordinaire. Ce ne sont pas des gens qui... c'est pas des enfants gâtés. Qui ont l'ambition de faire plus que ce qu'ils ont. Et, voilà. Et quand ils font quelque chose, ils le font bien. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est au Lorrain que tu as accédé à tes droits, tu as fait valoir tes droits à la retraite. Tout à fait, tout à fait. Après, alors on va parler un petit peu politique, bien entendu, dans la dernière séquence, mais après, je le disais, plus de 30 ans à travailler... 38 ans. 38 ans à travailler dans ce milieu très politique, parce que finalement, même l'agriculture était politique au départ. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours? Alors, on a compris qu'il y a des gens qui n'avaient pas su reconnaître ton dévouement. Oui.
Ce que je retiens de tout cela, que la Martinique est un pays riche et complexe. Ça, on a une richesse, des hommes, on a une richesse des ressources qui est extraordinaire. Mais nous avons du mal à nous défaire de nos chaînes. Hein. Nos chaînes sont dans nos têtes. Les mêmes élus qui vont tenir des propos très, très, très éloignés de la République, c'est les premiers dans leur pratique qui vont prendre leur téléphone pour demander secours au préfet, par exemple. C'est les premiers qui vont faire appel je dirais, à la meilleure patrie, alors qu'ils peuvent trouver des solutions par eux-mêmes, ici même. Voilà. Et ça, c'est cette ambivalence-là qu'il y a chez nos élus. Et puis, il y a un autre élément que j'ai constaté quand même au bout de 38 ans, c'est la baisse du niveau des élus. Vraiment, c'est la baisse du niveau des élus. Quand je dis ça, je vais me faire détester, mais moi, je trouve que les élus, peut-être avant, n'étaient pas diplômés, mais ils avaient le sens du service public, ils avaient le sens de la mesure dans un certain nombre de choses. J'ai été très marqué par une déclaration d'un élu il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, qui a dit lors d'une manifestation publique ou je ne sais pas quoi, un élu du Nord-Atlantique qui disait en créole « manque à bouffer pourvu que moi l'argent ». Je veux dire que l'élu dit ça dans une espèce d'envolée un peu particulière, mais il ne se rend pas compte de l'importance de ce propos vis-à-vis des consciences. Hein? Voilà. En l'occurrence, un maire d'une grande commune du Nord-Atlantique. Du Nord-Atlantique, voilà. Voilà. Je trouve cela. Et puis, je trouve que la pratique, les relations se sont tendues. Moi, quelles que soient les raisons, je ne peux pas accepter qu'un élu, comment dirais-je, soit violent avec un syndicaliste, par exemple, hein, lui donne une gorgette, ou etc. Non, quand on est à ce niveau-là de responsabilité, quand on est un élu, on doit se maîtriser, même si ça fait mal. Combien de fois j'ai vu des gens insulter les élus et l'élu prend sur lui, quoi, parce que sinon c'est la porte ouverte. Il faut du respect des deux côtés. Il faut du respect des deux côtés, absolument. Mais on va continuer à parler politique. C'est la rubrique politique. Oui, on l'a bien compris, Jean-Claude Aurore. Donc, tu as été, pendant une grande partie de ton parcours professionnel, directeur de cabinet. Oui. C'est-à-dire que tu avais une proximité avec le maire ou avec le président de la collectivité, en l'occurrence, que tu conseillais. C'était quoi ce rôle de directeur de cabinet? Comment tu l'as perçu? Alors, à la fois, c'est une fonction gratifiante, mais une fonction extrêmement ingrate. Gratifiante parce qu'on est proche du pouvoir, ingrate parce qu'on n'apparaît pas. Ouais. On est dans l'ombre. Et on est dans l'ombre, mais on doit mettre puisque la vie, c'est un combat entre l'ombre et la lumière, mais on doit mettre l'élu dans la lumière et on doit masquer son ombre. Donc, c'est un poste où il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, et savoir mettre en avant comment dirais-je, l'intérêt de la société. C'est aussi une mission très, très stratégique. On va retrouver une photo d'époque avec la garde rapprochée de Pierre Samo. Oui. Donc je te laisse les citer, on te voit tout à gauche. Oui, alors je suis à gauche, il y a Max Stanik à côté de moi, il y a Samo, il y a Serge Domy et puis il y a Camille Chauvet. Là, nous sommes, mon Dieu, nous sommes quelques minutes après le dernier discours de Samo au congrès du PC, qui se déroulait à la Maison de la Culture du Lamentin, où il avait fait, il
il avait signifié son départ. C'était un peu sa lettre à Maurice Thorez, Voilà, si on fait référence à Césaire. Voilà, où il réclamait un peu plus de démocratie, d'ouverture, etc. Et nous nous sommes retrouvés là, dans le jardin de la maison de Philippe Edmond Mariette, au Lamentin. Qui donc est sans doute celui qui prend la photo. Non, Non. on voit ces mains-là. Je ne sais plus qui a pris cette photo. Voilà. Et donc, c'était le début du mouvement que Samo a créé, Bâtir. Bâtir. Voilà. Alors, autre mission, mission courte, mais qui avait été missionné d'ailleurs par Pierre Samo, Oui, auprès d'Émile Capgras, Voilà. élu du Parti communiste martiniquais, qui avait été élu au bénéfice de l'âge, Au bénéfice de l'âge, oui. président du conseil régional. Voilà. Alors, ça se passe de manière un peu particulière. Bon, avec Samo, c'était toujours très direct. Hein. Donc, il m'invite à déjeuner et il me dit, bon, tu sais que j'ai besoin de toi. Alors, je lui dis, mais bon, je suis là. Et il me dit, non, il faut que tu... J'ai rencontré Émile hier soir. Il faut que tu ailles lui donner un coup de main. Bon, alors, je lui dis, où? Enfin, voilà. Alors, j'étais bien installé au Lamentin. Il m'a dit, non, vas-y, et puis tu verras, tu vas l'aider un peu, quoi. Il est un peu perdu, voilà. Et donc, j'y suis. Et là, nous étions dans une réunion des RUP à Madère, donc les régions ultrapériphériques à Madère. Donc, on aperçoit donc Camille Darcière et son épouse. Voilà, Génie. Et puis, Émile Capgras, c'est un homme, j'allais dire, d'une grande humilité, d'une grande classe. Et qui a subi beaucoup d'attaques parce que beaucoup le considéraient comme n'étant pas à sa place, on va dire ça, globalement. Surtout de la bourgeoisie martiniquaise, hein, la bourgeoisie mulâtre. J'ai entendu des choses pas gentilles le concernant, et même des syndicats hein, du conseil régional à l'époque qui disaient qu'il allait dans des grands hôtels parisiens, alors que bon, j'ai connu l'hôtel dans lequel descendait le président Capgras, où il m'a dit qu'il descendait là, dans cet hôtel, depuis toujours, depuis qu'il était syndicaliste de la CGT à la Poste. Je trouve qu'on ne lui a pas facilité la tâche. Cela dit, je n'ai pas souhaité continuer cette expérience qui a duré 8 mois parce que le père Capgras était très légaliste. Hein, et pour qu'il puisse exister, il aurait dû ne pas l'être. Et donc, ça ne me convenait pas, hein, tout simplement. Alors, le Conseil général, après, donc, tu as dirigé le cabinet de Josette Manet, et l'une des particularités, alors je crois que c'est un peu aujourd'hui le cas aussi à la CTM, mais que les cabinets au Conseil général étaient très importants en nombre. Alors, celui de Claude Lys, beaucoup plus encore. Mais là, en l'occurrence, tu es entouré d'une partie de ton équipe, de ton équipe de l'époque d'ailleurs. Non, ça c'est mon équipe de l'époque, ça c'est mon équipe, ça c'est le cabinet. Celle qui prend la photo, c'est Claudia, mon assistante, hein, qui malheureusement n'est pas sur la photo. Ça c'était le cabinet. Quand je suis arrivé au conseil général, j'ai trouvé un cabinet pléthorique. C'est-à-dire que la notion de cabinet avait perdu tout son sens, puisque le service courrier était au cabinet, le service informatique était au cabinet. Enfin bon, bref, il y avait une pléthore de gens au cabinet. Ce que je n'ai jamais compris d'ailleurs, c'était, je pense, c'était pour faciliter peut-être un certain nombre de choses, puisque au Conseil général, il ne faut jamais l'oublier, il y avait 2 services informatiques. Il y avait le service informatique de l'administration et un service informatique du service technique. Il y avait deux noms de domaine, donc 2 adresses Internet. Enfin bon, c'était assez compliqué. Donc ça, ça c'est mon équipe. Un petit coucou à Jean-Philippe Dersion. Voilà, Jean-Philippe Dersion, voilà, Sandrine, Élodie, Sophie et puis Jean-Richard, voilà, à qui je salue, qui est un peu souffrant ces temps-ci. Mais vraiment, on a fait de l'excellent travail, je crois. Et au Conseil général, donc, où tu as eu à participer à des réunions encore plus stratégiques sur la fusion, la fameuse fusion région-département, et pour préparer l'arrivée de la collectivité territoriale. Alors, il faudrait peut-être 2 heures d'émission, même plus, sur cela. Ça, c'est l'une des très rares réunions pour permettre la fusion. Donc, on retrouve là donc, le staff de Serge Letchimy et le staff de Josette Manet.
Ça a été l'une des très rares. Je regrette qu'il n'y a pas eu de préparation, il faut le dire. On s'en est rendu compte hein, sur Non, il n'y a pas eu de les 2 préparation. premières mandatures. Hein. Il n'y a pas eu de préparation de cette fusion. La présidente que je servais a tout fait, je peux le dire, pour que ces réunions se tiennent. Cela n'a pas été possible parce que c'est elle qui prenait l'initiative. Je dois le dire sans rentrer dans des polémiques. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un acte manqué. Nous avions tout en 2015 pour gagner l'élection. Nous l'avons perdu. Et je me demande si ce n'est pas un acte manqué. Donc la liste autour de celle de Chimie. Hein, voilà. Si ce n'est pas un acte manqué, parce que ceux qui menaient la liste, par leur attitude, leur comportement, leur manière d'approche, je me rendais bien compte qu'on ne voulait pas du pouvoir. Hein? Peut-être de manière inconsciente. Ouais. Peut-être de manière consciente aussi. Mais le pays en a souffert et le pays continue à en souffrir. On termine l'émission avec deux personnes à qui tu as voulu rendre hommage. D'abord José Mirande, maire du Marin depuis une mandature maintenant. Oui, José, c'est tout d'abord c'est un ami que je reçois, que j'accueille à Lyon, qui rentrait à l'IUT de génie civil, la ville urbaine d'ailleurs, et qui est sorti-major d'ailleurs, qui a pu rentrer tout de suite en école d'ingénieur derrière, qui est un garçon courageux, quatre fois se présenter aux élections parlementaires, au Marin, pardon, et que j'ai accompagné durant toutes ces périodes-là, des moments de joie et de détresse aussi, il faut pas. Et là, on est dans son quartier général. Et ça fait 2 minutes qu'il vient d'apprendre qu'il est maire. Il est élu. Puisque là, on avait mis des tableaux Excel, on s'est rendu compte que très rapidement, on avait... Et apparemment, il obtient d'excellents résultats, notamment sur le plan financier, puisqu'il Oui, a réussi à redresser la commune de façon assez spectaculaire. Bon travail. Et puis, alors, plus triste, hein, l'hommage que tu souhaites rendre à Jean Popincourt. Oui, Jean, parce que photographe qu'on connaissait très bien. Oui, Jean, parce que c'est... Et musicien, on le voit. C'est beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Je ne sais pas où est passé ses images, parce qu'il a beaucoup photographié la Martinique. Et je pense que ce serait bien, je ne sais pas qui possède ce fonds-là. Sans doute son épouse, je pense. Oui. Peut-être, ou ses enfants, je ne sais pas. Peut-être présenter le travail de Jean, qui était vraiment très, très intéressant. Un homme très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Aurore. Donc, retraité heureux. Oui, retraité. Comment occupes-tu ton temps? Retraité heureux, mais vigilant. Vigilant sur la société, sur ses débats, sur ses enjeux. Et je trouve que la question de la sécurité est quelque chose d'important. L'enjeu du développement, et je crois que nous avons tous les moyens aujourd'hui pour avancer, mais c'est un peu difficile parfois. On est entré dans une année d'élections municipales. On est là à moins d'1 an, hein, 9 mois à peine des élections municipales. Tu n'as pas envie de refaire une petite pige pendant une campagne électorale? Non, José sera réélu sans problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, bon, par contre, il nous faut travailler. Il nous faut travailler pour un avenir proche, c'est-à-dire... Tu es toujours ouvert à participer à des groupes de réflexion, par exemple. Voilà, la CTM, et puis, parce que je crois que aujourd'hui, l'environnement international doit nous conduire, nous, même si nous sommes un petit pays adossé à un grand, à revoir nos relations avec notre puissance tutélaire et à travailler différemment au niveau du développement. Nous n'avons pas à rattraper quiconque. Nous devons être nous-mêmes. Et ça, nous avons les moyens de le faire. Merci beaucoup, Jean-Claude. Cela dit, je termine simplement en disant que le développement de la Martinique ne peut pas se faire sans sa diaspora. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Jean-Claude Aurore, heureux retraité et qui continue à réfléchir à l'avenir de la Martinique. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Zitata. Bonne soirée, bonne journée.